Ça fait du bien. Perfect shot. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Voilà, pour moi c'était un petit peu long, de pas... Déjà c'était un peu long de ne pas regarder l'actualité MMA pendant cette dizaine de jours de grippe, avec des migraines énormes, des migraines ophtalmiques où tu peux pas regarder ton écran comme ça, quelqu'un il est à côté de toi avec son écran, même t'as les yeux fermés, tu le sens, il y a un truc qui va pas. Voilà, 10 jours un peu à l'écart. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir de refaire un petit truc. Du coup, le petit revers du truc, c'est que j'ai pas préparé spécialement. Voilà, j'ai ouvert mon Insta, envoyé une petite story de temps en temps quand j'allais bien et tout. Et puis là, je vois RS12. Putain, je l'ai pas vu venir le bordel arriver. Au final... c'est plutôt sympa. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit survolage de sujets. Retour sur l'UFC 284 qui m'a marqué, qui m'a vraiment... c'est un UFC que je vais garder en mémoire. Il y a des UFC, ils passent. Bon voilà, on zappe et tout. Il y a des trucs, bon, c'est beau et tout, mais voilà, on zappe. Moi, cet UFC, il va rester dans ma mémoire. Voilà. C'était un bel événement. Autant Paris, on dit ouais, c'est Paris, nana et tout. Autant on sait pas comment à l'international les gens l'ont vécu. Autant là, si j'étais australien, j'aurais eu un truc, tu vois, il y aurait eu un truc. Donc tu sens que c'était un bel événement. Donc on va parler de l'UFC 284, on va revenir sur les 5 combats de la main carte et présentation légère d'RS12 avec une petite façon de présenter qui est différente cette fois parce que comme je vous ai dit, j'ai rien préparé du tout. Donc j'ai fait un format un peu différent. Moi d'habitude, vous savez, j'aime bien traiter un seul sujet, un format bien solide, bien compact. Là voilà, on va faire une espèce de journal. Donc on va faire en deux parties. Voilà, on va parler d'abord de l'UFC 284. Si vous le voulez bien, si vous êtes en forme, mettez bien le son, calez-vous dans votre fauteuil. Voilà, n'oubliez pas avant de commencer, n'oubliez pas de consommer Others Nutrition, la boisson post-workout, vegan, protéinée. Vous avez 15% avec MMA Club 15 et vous le savez, abonnez-vous à la page. La page grandit, la page grandit tout doucement mais sûrement, et ça fait plaisir, donc c'est cool, c'est avec chacun d'entre vous, avec chaque petit commentaire, chaque petit like, chaque petite remarque, chaque petite pierre ajoutée à l'édifice, ça fait une maison solide. Des fois, je me fais une réflexion, alors je devrais peut-être pas dire ça, mais on a la commu qu'on mérite, tu sais, on dit souvent ça, et je suis content parce que moi j'ai des gars qui sont généralement bienveillants. J'ai des gars qui ça se sent, qui écoutent le truc parfois jusqu'au bout. Il y a des gars qui me disent, je sais pas, bon rétablissement, ils me connaissent même pas. Il y a des gars qui vont me dire des réflexions sur des trucs à améliorer, tu vois, le son, c'est trop fort, nanani, nanana et tout. Et des fois, je vois les commentaires dans d'autres podcasts, il y a du racisme, il y a des trucs, il y a du MMX, mais à foison, c'est... Enfin, je me dis vraiment, voilà, je suis content parce qu'on n'est pas nombreux, mais je me sens bien entouré qualitativement et ça me fait plaisir. Donc voilà, ça je tenais à le dire. C'est important de dédicacer à ses auditeurs, c'est important de dédicacer à ses followers. Donc c'est cool sur Insta, c'est cool sur YouTube, je vous remercie beaucoup. Maintenant, on peut commencer, après cette petite parenthèse, à parler de l'UFC 284. Alors... Moi, ce que j'ai adoré déjà en premier, c'est... c'est paradoxal ce que je vais dire parce que j'ai regardé l'événement sans son. Puisque, donc, comme je vous ai dit, j'étais malade. Je pouvais pas... Franchement, en plus, j'ai une otite là. J'avais une putain d'otite. Je pouvais pas... Clairement, j'avais pas du tout envie de mettre le son.
Mais je ressentais une espèce d'ambiance de fou, quoi. Et puis de temps en temps, je mettais un petit peu le son pour quand je me remettais 30 secondes en arrière pour revoir un peu les actions et tout, je mettais un peu de son pour revoir les commentaires. L'ambiance, putain, ça gueulait, franchement, c'était incroyable. C'est vraiment le genre d'événement où tu te dis, waouh, là j'ai envie. Si j'avais été australien, là j'aurais pris mon billet, quoi. C'est vraiment le genre de truc où tu te sens, il faut y aller, quoi. C'est incroyable. Autant celui d'avant au Brésil, on a senti que c'était pas le feu, et moi je me sens pas en plus dans le délire. Je suis pas très, c'est pas trop mon ambiance. Autant là c'est bien gueulard, bien buveur de bière. Là, franchement, je me serais pris un billet, tu vois. Là, j'aurais kiffé, là. Je sais que les billets, c'est cher, mais... Ah ouais, là, j'adore ce genre d'ambiance, là, je kiffe à mort, quoi. Ça se peinte la gueule dehors, ça rigole. Les mecs sont tous chargés, là, bien... Testostérone, c'est trop marrant, en fait. C'est pas forcément sain, mais c'est drôle, en fait, à voir, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, pour revenir là-dessus, sans surprise... On a une carte qui débute sur un action fight que je Manifield contre Kroot. Et vous avez vu, on en avait parlé dans la preview, je vous avais dit, ce combat va être incroyable grâce à ses stats. Manifield, il s'est un petit peu compliqué la tâche contre Jimmy Kroot. Jimmy Kroot, le sac de frappe. Il était chez lui, l'Australien en plus, donc niveau fierté, il a dû en prendre un petit coup. Il a quand même intelligemment fini par ajuster son game plan assez tôt. Et ça s'est avéré, on va dire, efficace pour temporiser, pour gêner l'Américain qui a même fini du coup jusqu'à s'épuiser, mais alors totalement, quoi. Le mec a vidé son réservoir. Donc il avait plutôt jusque-là des bonnes combinaisons, des bonnes 1-2 et tout. Il a bien matraqué. Mais ça n'a pas suffi. On s'est retrouvé avec un troisième round, avec un Kroot qui était valeureux, besogneux. C'était un peu maladroit des fois, il essayait quand même de le finaliser, mais voilà, bon, Manifield, il avait plus de jus, il avait fait son taf dans le premier, dans le deuxième, le souci, c'est qu'il ramasse ce point de pénalité dans le deuxième, qui du coup le fait douter au niveau du scoring, et donc il fait un troisième round qui est avec le cerveau à l'envers. Résultat, logique, hein, match nul. Moi, au départ, j'avais misé sur Kroot, vous vous rappelez, je le voyais plus fort que ça, debout. J'ai eu tort. Là où j'ai eu raison, c'est que sur le nombre de coups qui allaient partir, j'avais anticipé le fait que c'est un plus 6 frappes signifiantes de chaque côté. J'avais anticipé que ça allait être un vrai banger, enfin un vrai bordel dans la cage. Donc ça s'est avéré vrai, ça s'est avéré payant, donc c'est cool, c'est un combat attractif. Voilà, moi ce que je pense c'est que les mecs, il faut leur donner la revanche immédiate. Ils se sont éclatés et ils ont envie de se la remettre. Il faut y aller là, il faut y aller. Par contre, Kroot, il faut qu'il fasse quelque chose parce que la tétraplégie l'attend au vestiaire, quoi. Le mec là, c'est pas la première fois en plus. C'est chaud, quoi. C'est un ramasseur de parpaings, le gars. Donc il faudra quand même faire attention à l'avenir. Il faudra quand même checker le cerveau parce que moi ça me fait peur. Hein. Les mecs comme ça, autant j'aime bien regarder, mais quand ça traîne sur 3 rounds, c'est inquiétant. Ensuite, on a Justin Tafa qui a fait un super boulot contre Parker Porter. Alors, Parker Porter, le bourreau de Alan Bodo, le géant américain, voilà, il n'a pas proposé ce que j'avais imaginé qu'il puisse proposer. Moi, je l'attendais, vous vous souvenez, j'attendais une petite technique de sa part, un peu jab, middle, low kick, sorti en retrait de bus, sauf qu'il est en méforme physique, hein, clairement, on l'a vu, il est... c'est pas méchant, hein, je veux pas... En plus, Tafa, en face, il est pas non plus très affûté. Mais Porter, on voit qu'il a un antécédent de, je pense, d'obèse, ce qui me dérange pas, je m'en fous, mais on sent qu'il a du mal à le... Ça se retranscrit un peu, je trouve, dans sa mobilité, dans son... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon d'envoyer des coups. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas trop avec le buste, avec le reste du corps. Il est un peu bloqué, quoi. On sent qu'il est un peu bloqué. Je sais pas, c'est un peu chaud pour lui, je trouve. Je m'attendais pas à ça. Je l'ai trouvé en très, très, très grosse méforme physique. Et puis pas au niveau de ce que je pensais qu'il était. Je le voyais un petit peu meilleur que ça. Et puis Tafa, très appliqué pendant les échanges. Il attend son moment. Et puis sur un éclair de génie, qu'est-ce que Porter se jette sur Tafa aux 4 vents. Bras ouverts, là, on dirait un manga, là, tu sais, les Naruto Run, là, ils se jettent presque comme ça, là. Pardon. Donc Tafa, elle accueillit droite-gauche, hein, ouais, c'est ça. Sans broncher.
On lui donne un petit cadeau, il prend, voilà, la petite danse qui va bien, on passe à la suite. Moi, franchement, je verrais bien Justin Tafa qui monte contre Derrick Lewis qui descend, quoi. Hein, c'est l'heure, en fait, de faire une passation. C'est l'heure, en fait, je pense, voilà, Derrick Lewis, c'est l'heure de... Dana White, il le protège, il lui dit, ouais, il ira nulle part, je l'aime bien, Yves Jockey reste à l'UFC, nana, ok, c'est bien. Mais je pense que c'est quand même l'heure de le mettre au pied du mur, quoi. Donc un mec comme Tafa, il est prenable. On l'a vu, hein, il a déjà perdu et tout. Là, il est sur une belle dynamique. Mais je pense que c'est le moment maintenant de mettre un bon vieux vétéran sur sa route. Là, en la personne de Derrick Lewis. Et de dire, allez, on fait une passation de pouvoir. Le nouveau Mark Hunt contre, voilà, l'ancien démolisseur du top 5. Et je pense que ça ferait un très bon combat. Ça ferait un très beau combat. Bon, ça ne durerait pas trop longtemps, je pense. Mais à mon avis, ça a du sens. Voilà. Ensuite, on a eu un drôle de combat puisque Jaco de la Madeleine, Jack Della Maddalena, a mis du temps à rentrer dans son combat contre Randy Brown. Et moi, ça m'étonne, ça m'a étonné, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est l'allonge, je pense que c'est la façon de la distance, la garde, ça devait pas être si facile à gérer. Randy Brown très 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 énervé en plus contre Jack Della Maddalena, on connaît, hein, il y a un petit flegme, il est très vif mais il y a un petit flegme dans l'attitude, il y a un petit côté slow motion comme ça que moi j'adore. Du coup, crée un petit décalage en termes de rythme. Donc peut-être il lui fallait un petit moment avant de réussir à rentrer dans le combat, à rentrer dans le comment on appelle ça? Ah, le mimétisme. Merde. Bah, c'est un peu ça, hein, quand même. Voilà. En tout cas, c'est dingue ce flingue qu'il a. Il est tout le temps en slow-mo. Moi, j'adore. Il est calme. Même quand il est acculé, il est serein. Il sait qu'il va en caler une. Il est incroyable, ce mec. Donc ça rate pas. On sent Randy Brown un petit peu sur le reculoir. À un moment, il est bien cadré en plus. Jack, il a un cadrage qui est assez... Mais il a un cadrage de boxeur, quoi. Il a un peu... Tac, 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 tac. Il va chercher. L'angle se resserre, quoi. Le mec, il est entre deux angles de cage. C'est vraiment... Il a une façon de faire qui est bien à lui. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment magnifique. Et ce mec, il est magnifique à voir combattre. Donc voilà, il l'oblige un petit peu à se coller à la cage. Il l'oblige à rentrer à courte distance. L'autre, avec ses membres de 2,50 m de long, là, ça commence à être un peu compliqué. Il est sur le reculoir. Sur la sortie, il mange un drôle de crochet, là, qui donne pas l'impression d'être puissant, hein, sur une sortie comme ça, bim. Ça donne vraiment pas du tout un effet de puissance. On dirait juste un petit contact. Ok. Et bah si, ça touche. Alors là, t'as Randy Brown, il fait la danse du saumon, la tête la première, boum. Et puis t'as encore une fois Jack qui reste plus ou moins calme. Mais bon, il saisit quand même l'opportunité très très rapidement d'aller chercher le dos de son adversaire. On voit pas très bien la finalisation, on voit les crochets, on voit l'étranglement, mais le pire c'est que même sans voir, sans vraiment avoir toute la visibilité, à ce moment-là, on n'a aucun doute qu'il va verrouiller, quoi. On n'a aucun doute qu'il va pas verrouiller, je veux dire. Il dégage trop de certitude. Ce mec, en fait, c'est un gars qui fait pas de mouvement s'il n'y a pas besoin. J'aime bien parce que c'est genre, tu sais, c'est le gars dans une assemblée, il y a 100 personnes, tout le monde fait du bruit et tout, et puis ça doit être le mec un petit peu qui ferme sa gueule et puis qui l'ouvre seulement quand il y a une solution à apporter, tu vois, ou quand vraiment, fermez-la les gars, j'ai un truc à dire. Tu vois, c'est Jack Della Maddalena, quoi. S'il te met un parpaing, c'est que voilà, c'était le moment. Il va pas te le mettre pour rien avant, il va pas te le mettre pour rien après. Par contre, le moment où tu vas te le prendre, ça va être le moment où tu vas tomber KO, quoi. Et il est impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Le mec est sur 4 finishes au premier round à l'UFC. Il a fait son premier combat donc au Dana White Contender Series. Il a gagné sur décision. Derrière, il a fait ses 4 finishes au premier round. Donc, qu'est-ce que je vois pour la suite? Moi, j'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé un petit peu le roster. Et pareil que Justin Tafa, je vois un mec qui sort un peu du top 10 pour le faire rentrer lui. C'est en la personne de Vicente Luque. Je vois une opposition complètement déjantée, mais alors complètement folle entre Luque et Della Maddalena. Je pense que c'est le combat à faire, ça serait incroyable, ça serait vraiment un magnifique combat, et ça serait également une passation de pouvoir, encore une fois, hein, une ancienne génération qui... On va pas se mentir, hein, moi Luque c'est un de mes combattants favoris, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense juste que son style commence à être un peu old school pour le MMA moderne, on va dire. On l'a vu dernièrement que c'était un peu compliqué dans la façon de
dans plein d'aspects, dans la façon dans le footwork, dans les clinch, voilà, il a un Thai clinch qui est plus un MMA, qui est pas un MMA clinch, ça commence à devenir compliqué des fois d'adapter son jeu sur du MMA, et sur des nouvelles générations, ça va être de plus en plus compliqué. Donc je pense que c'est une belle porte de sortie que d'aller se tester une dernière fois sur un coq rentrant dans le top 15 comme ça. Parce que je rappelle que Della Maddalena rentre top 14. Donc ce qui est incroyable, ce qui est complètement... il est incroyable. De toute façon, il est incroyable. Il est en roue libre, donc c'est magnifique. Donc voilà, j'aimerais bien voir ce combat. Alors ensuite, Yair Rodriguez. Il m'a régalé, même si c'était pas facile au premier round. Emmett était très bon sur ses appuis. Il était très gênant sur ses déplacements. Ce qu'il a malheureusement arrêté de faire ensuite. On a vu du coup qu'au deuxième round, quand il a arrêté son footwork très efficace latéral, il s'est mangé un nombre de middle dans les bras, des missiles qui l'ont grave impacté. Ce que je trouve un petit peu dommage à ce niveau-là sur Yair Rodriguez, alors là je prends un peu tout dans le désordre, hein, c'est que j'ai l'impression à chaque fois, je le trouve un petit peu juste en termes de puissance, le Mexicain, dans le sens où j'ai l'impression qu'il lui faut un sacré nombre de bastos direct, en plus des nombres de coups signifiants, hein, des directs, pour venir à bout de son adversaire. Là où quelqu'un d'autre, par exemple, il aurait besoin que de 2-3 combinaisons pour les mêmes, pour faire plus de dégâts. Lui, on dirait qu'il a besoin d'en faire beaucoup plus. Alors après, bon, bah, il a pour lui, il a le coup d'œil, il a la vitesse, en plus, il a un impact sur les coudes et tout qui est impressionnant. Emmett, d'ailleurs, était sur le coude, il était mais ultra sonné, donc certes, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai juste cette sensation qu'il lui faut toujours quelque chose de plus pour faire basculer le truc. J'ai l'impression qu'il y a un petit déficit de puissance. Et voilà, si un jour il y a une unification de titre ou s'il a quelqu'un en face d'un peu résistant, bah, c'est là que j'ai un peu peur que ça... Vous voyez par exemple quand il a eu son combat contre le Korean Zombie, avec tout ce qu'il a envoyé, normalement, c'est un zombie, il était censé tomber, quoi, avant. Donc, on sent que des fois, il y a un petit déficit de puissance, comme ça. Donc, voilà. J'ai l'impression que c'est son petit point faible. Après, moi, franchement, c'est vraiment un des combattants qui me fait le plus kiffer, quoi. Il a une façon d'être dans la cage, mais il envoie des kicks. Il a un fouet dans les jambes, quoi. C'est vraiment le Mexicain, quoi. Il est vraiment beau à voir combattre. Il est vraiment beau à voir combattre. Et il se peaufine, mais il se peaufine petit à petit. Ce mec, c'est un diamant. C'est vraiment... J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup quand j'ai des... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de... merde, comment il s'appelle? Un combattant que j'adore aussi, en plus. Hein. C'est vraiment... Le pire, c'est que lui, en plus, il répond sur Insta. C'est marrant. Merde. Ah, attends, je vais le retrouver, hein, c'est pas grave. Je parlais de Vicente Luque. Eh ben, il y en a un qui a réussi un peu à se réinventer, et puis il y en a un autre qui est resté un peu dans son délire Muay Thai, quoi. Vraiment, 100% Muay Thai, très peu d'adaptation MMA. Et puis à côté de ça, t'as Yair Rodriguez, qui à un moment donné avait un petit peu un côté stagnant dans sa carrière, je trouvais. Et puis là, putain, il s'est remobilisé, il a tout, quoi. Il est complet, j'adore ce type. Donc voilà, c'est important des fois de réévaluer le MMA des mecs et de se dire, ouais, là, il y a eu un update, quoi. Lui, pour le coup, clairement, là, depuis 3-4 combats. Alors, il n'y avait pas trop de chance. À chaque fois, là, il y a eu l'hypoc, il y a eu les côtes pétées d'Ortega, enfin, l'épaule pétée d'Ortega. Oh, c'est chiant parce que du coup, on voyait pas trop la marge de progression. Mais on en voyait suffisamment, surtout sur Ortega, on a vu suffisamment pour estimer que ça partait bien pour lui, quoi. Hein. Clairement, déjà, à l'époque, ça partait bien. Bref, je vais me recentrer sur le combat. Moi, le résultat ne m'a pas du tout surpris. J'avais vraiment anticipé un espèce de récital de Yair Rodriguez. Donc, je suis comblé. Hein. Il a envoyé son genou. Entre-temps, il a pris le menu des finalisations. Hop, s'il vous plaît. Il a demandé au serveur, calmement, un triangle. Voilà, un petit triangle. La suite, ça va dépendre de ce que va faire l'UFC avec Volkanovski. Sinon, à mon avis, Yair, il est chaud pour sa première défense de titre contre Ortega, j'imagine, puisqu'ils se sont déjà affrontés une fois. Tout le monde est occupé. C'est une catégorie qui est un petit peu
bouché en ce moment, j'ai l'impression, au top, hein, je parle. On a le Korean Zombie qui est pas du tout au niveau ceinture et qui reste dans le top 6, hein, je crois. Arnold Allen et Max Holloway, ils vont se taper en avril. Donc je pense que c'est un petit peu aussi c'est un petit peu eux, hein, c'est un des deux qui va définir qui va aller taper, je pense. Yair. Il y a Emmett qui vient de sortir de l'équation. Chikadze et Qatar, c'est pas non plus la dynamique, voilà, c'est pas non plus taille ceinture, on va dire. Donc il y a un petit renouvellement qui se fait attendre. Moi, je sais pas trop, il y a Topuria, je sais pas trop où il en est au niveau des catégories. Je sais juste que, bah voilà, il vient de se descendre Bryce Mitchell. Il est classé 9ème, je crois, il y a Topuria. Et devant lui, en fait, c'est bouché, quoi. Donc, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça pourrait être la vraie bonne surprise. On a déjà vu des fois des step-up comme ça de fou de 8-9 places. Regarde, Taichu Iwasa, il avait pris, je sais plus, 10 places ou 9 places, je crois. Il était passé du 12e ou je sais pas quoi à 3e place, je sais plus. Quand il a battu Derrick Lewis. Bon, peut-être j'exagère un peu. Et voilà, moi je vois bien Ilia Topuria contre, vous savez, je le prononce à l'espagnol alors que le mec il est géorgien. Ilia Topuria contre Yair Rodriguez. Ça ferait un beau derby. Je les vois bien les deux se la mettre. Donc pourquoi pas. Bon, vous avez vu depuis tout à l'heure, je vous propose des petits match-up intéressants. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Justin Tafa, Derrick Lewis, Della Maddalena contre Vicente Luque, Ilia Topuria contre Yair Rodriguez. Et là, on va parler du main event. Alors, le main event, c'était le feu. Hein. Je ne vais pas revenir sur des choses qui ont été dites. De toute façon, on est mercredi. C'était un magnifique combat. Qu'on soit heureux ou pas du résultat, ça reste du sport. Et c'était très beau, c'était très bien comme ça. Il y a eu malheureusement cette polémique de Dan Hooker sur Islam Makhachev avec le sang réinjecté. Il a mis ça sur la table sans preuve. C'est pas très classe. C'est un peu moyen. Moi, là-dessus, je vais pas commencer à envoyer des scuds là-dessus. J'en sais rien. Moi, je trouve qu'Islam fait un très beau champion. Bref, sur ce combat, sans relecture, je me prends à rêver, comme ça là, à la fin des 5 rounds, je me prends à rêver qu'on puisse le donner à Volkanovski. Tout en étant honnête avec moi-même et en me disant, ouais, mais Islam le mérite aussi. Hein. Parce qu'il a sécurisé 3 rounds. Alors quand je dis sécurisé, c'est, je choisis mes mots. Déjà, c'est à mes yeux. Et pour moi, sécuriser, ça fait la différence entre aller gagner et sécuriser. Pour moi, Islam a sécurisé des rounds et Volkanovski est allé gagner des rounds. Ce qui, dans l'esprit, crée une différence d'engouement, par exemple. On a tendance à vouloir récompenser celui qui visuellement en fait plus. Donc la différence entre sécuriser un round et aller gagner un round, aller chercher un round, c'est la prise de risque. Donc c'est là où, dans la tête et dans l'inconscient collectif, on se dit, ouais, Volkanovski, il en a fait certainement plus qu'Islam, et c'est pour ça, nanana. Maintenant, si tu regardes d'un point de vue technique, si tu regardes d'un point de vue stratégique, le MMA, c'est-à-dire si tu enlèves le côté spectaculaire, si tu enlèves le côté... le mec a rugi, le mec a fait beaucoup de bruit, il souriait dans la cage et tout, donc il donnait cette impression d'être chez lui, d'être à l'aise, d'être dans son jardin. Effectivement, t'as envie de le récompenser pour ça. Mais si tu regardes simplement du côté sportif, si t'enlèves les spectateurs, t'enlèves les caméras, t'es juste là pour regarder le combat, t'es juste là pour pointer les scorés, eh ben je suis désolé, mais je n'ai rien contre le fait qu'Islam prenne ses 3 rounds, quoi. Maintenant, c'est vrai que 49, 46... Voilà, il y en a un qui a un peu abusé de la boisson, là. Proper 12, là. Il y en a un qui a un peu déconné, voilà. Je pense qu'il y a un juge qui a un peu déconné. Comme je sais plus qui c'est qui avait dit, là, c'est... c'est Gilbert Montagnier qui joue de la pétanque. C'était Eric dans Fréquence MMA, il m'avait fait rire avec cette... Je sais plus, il avait dit un truc comme ça m'avait fait rigoler. Voilà, tout ça pour dire que la vérité, c'est que Islam, il a fait son taf. Il a fait un taf qui est certainement un petit peu moins spectaculaire, qui est un petit peu plus basé sur la routine, sur la répétition des mouvements. Voilà, on amène au sol, on crochette, on sécurise, on avance, on gagne une position. Oui, c'est redondant, oui, pas tout le monde a envie ne trouve pas ça spectaculaire, mais si on regarde, magnifique, il fait ça avec, on dirait que c'est
c'est une lecture automatique, quoi. C'est une lecture automatique. Je mets au défi quiconque d'essayer de... Regardez les derniers adversaires qu'il a eu, Islam, et regardez ce combat, et vous allez encore trouver le mec progresse encore, quoi. Il est tout le temps dans une sorte de progression. Donc voilà, moi j'avoue, je roulais pour Volkanovski, j'avais envie de voir Volkanovski gagner parce que j'aime bien en fait l'initiative, j'aime bien la prise de risque, j'aime bien le fait que, entre guillemets, on est l'esprit petit poussé, tu sais, on aime bien ça. On a envie de voir le mec qui s'est fait un petit peu charrier, le mec qui prend un défi un peu plus grand que ce qui est à la base pour lui, qui est sur 22 victoires, qui a tout à perdre et qui au final prend tous les risques. Bah, on a envie un petit peu de le voir triompher, quoi. C'est un petit peu le rêve de tout le monde. Il incarnait un peu le rêve de tout le monde, en fait. Il n'a pas réussi, mais il a gagné quand même le respect, le cœur des fans, même si c'était déjà le cas. Et voilà, donc... c'est pas passé. Mais je suis pas choqué qu'il reste numéro 1 pound for pound pour autant, parce que il n'a pas perdu dans sa catégorie, il ne s'est pas fait finir. Il avait un gap d'avance, on va dire, en termes de points per pound, on va dire qu'il avait une avance considérable. C'est comme si, je sais pas, c'est un exemple un peu bête, je pense qu'il y en a qui vont pas comprendre, enfin qui vont pas valider ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si le PSG, il était premier avec 100 points, et que les deuxièmes, ils les battaient une fois, mais qu'ils avaient 50 points. Même si tu leur donnes 20 ou 30 points, ça suffit toujours pas pour rattraper le... Enfin, je veux dire, il a encore une... Avec tout ce qu'il a accompli par rapport à son adversaire direct, même si l'accomplissement est total, on peut lui reconnaître qu'il a encore une petite marge d'avance, quoi, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport au nombre de défenses de ceinture, au background et tout. On peut le préserver encore de ça. Voilà. Je comprends qu'il y en ait un qui reste numéro 1 et qu'il y en ait un qui reste numéro 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur... Bah moi, je vais être tout à fait honnête, hein, Volkanovski, je dois dire que il y a eu un avant et un après, quoi. Il y a eu une période, Volkanovski, où j'étais pas ultra fan, hein, avant. Même à l'époque Holloway, j'étais pas spécialement fan. Je parle des 2 premiers combats. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il se passe un truc en termes d'aura. Et puis là, il y a eu la Fight Week, quoi. Le mec tient l'événement à lui seul, à bout de bras, alors que il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas une énorme propagande sur cette UFC 284, il n'y avait pas un énorme dispositif, on va dire, il n'y avait pas beaucoup de trailers, Dana White en parlait pas beaucoup, et lui, en un face-à-face, il a réussi à décomplexer le truc, à rendre ça vivant, à rendre ça super cool, à dire allez, on est chez nous et tout. Enfin, c'était vraiment cool, il y avait vraiment une assurance, un truc qui était vraiment, vraiment sympa. Je trouvais que voilà, il a dégagé quelque chose que j'ai bien aimé. Il m'a beaucoup inspiré, j'ai trouvé ça très inspirant. Donc c'est cool. Je pense qu'il mérite de gagner, voilà, comme je disais, cette place de numéro 1 pound for pound. Sur l'ensemble du combat, ça reste trop serré, son héritage est encore trop dur à soulever pour l'instant, on va dire. Pour moi, il est sur... En plus, on est un petit peu sur une split decision plus qu'un 49-46. J'aurais pas eu de mal à avoir une split. Donc voilà. Voilà, Islam a mérité de gagner. Il n'y a pas de problème. C'est clair que c'était du bon boulot. C'est bien joué à la team. En plus, il n'y avait pas son entraîneur. Je vais pas dire son entraîneur-chef, mais bon. Habib, il n'était pas là. Donc voilà, il a dû recomposer un petit peu. Bon, je sais que c'est pas Habib qui fait tout. Hein. Il y a Javier Mendes et tout. Moi, ce que j'attends pour la suite, c'est une revanche immédiate et surtout très vite. Une revanche immédiate parce que je vois rien d'autre de plus pertinent pour l'UFC de rester sur cette dynamique. Surtout dans cette catégorie des lightweight. Il y a beaucoup de combats qui sont en train de se mixer derrière. Donc c'est pas un mal en fait que Volkanovski ne bloque personne en fait. Parce que Yair Rodriguez en dessous fait un très beau champion. Lui, il apporte quelque chose de très attractif dans cette nouvelle catégorie. S'il gagne contre Islam Makhachev, il pourrait faire une défense contre quelqu'un d'autre, ça serait magnifique. S'il perd, il pourrait prendre un challenger, ça serait magnifique aussi de le voir en lightweight contre quelqu'un d'autre. Non, franchement, c'est... Moi, tu me dis, Volkanovski, je sais pas, moi, j'ai une connerie. Oliveira, Volkanovski, j'ai pas d'exemple, mais il prendrait presque n'importe qui dans cette catégorie, ça serait magnifique, quoi. Donc, carrément, let's go, quoi. Let's go.
Voilà, on en a fini pour UFC 284. Ça fait un sacré débrief. Hein. J'avais pas prévu de faire tout ça. Non. Voilà, on passe maintenant à Arrest avec Arrest 12. Arrest 12 qui est, j'ai l'impression, en plein dans la fin d'un premier cycle de signatures. Les premières signatures 2022. Ils doivent également continuer à faire rentrer des combattants attractifs dans le roster. Moi, ça me fait penser un petit peu à une carte comme Arrest 3, début Arrest 3, Arrest 4. Voilà, il y a eu ce renouvellement de roster avec des petites prises de risque, d'autres choses un peu plus logiques et tout. Voilà, là, on est sur un... J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur quelque chose comme ça. Il y a des mecs qui ont déjà un combat dans leur gars. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai pas eu la possibilité de faire un gros dossier Arrest 12. Donc, je vais les classer en deux catégories. Les revanchards et ceux qui sont sur une dynamique positive. Alors, on va commencer par les revanchards. Il y a monsieur El Marskiwi qui va ouvrir le bal. Il avait dû faire face à un solide Badouyev pour sa première. Donc cette fois, il ouvre la carte. Il aura une deuxième chance contre Alex Carroll. Je sais pas ce que ça vaut. Du coup, El Marskiwi, à la base, il était à 4-0. Il avait un Sherdog plutôt prometteur. Il s'est fait stopper plutôt durement par Badouyev. Donc je sais pas ce que Carroll va proposer. Je sais pas si c'est son premier combat au Ares en tout cas. Ensuite, il y a Bobby Palette qui fera également son retour. Alors, on se rappelle que Bobby Palette, il avait une défaite contre Baïsangour. Il avait montré un niveau dans lequel c'était compliqué. On avait vu que c'était un assez bon striker. C'était quelqu'un qui savait bien combiner debout. C'est quelqu'un qui avait qui se défendait bien au sol. C'est pas ça. C'est juste que Baki était vraiment trop fort pour lui. Donc c'était difficile. C'était une soirée difficile. Là, du coup, moi, je me suis posé la question. Je sais pas si le profil qu'on lui donne comme adversaire, Osman Minbatirov, je sais pas si ça va l'aider à se relancer. Donc, en tout cas, ça montre une chose, c'est qu'il n'y a pas de cadeau, clairement. Il n'y a pas de cadeau, clairement, ni pour celui qui était là avant, ni pour celui qui arrive. Et une opposition, déjà, les deux vont se rentrer dans l'art. Donc, ça va être déjà un gros combat. Ensuite, il y a un combat un peu intriguant. Il y a Mona Ftui qui avait perdu son combat pour la ceinture hexagone contre Samantha Jean-François. Samantha Jean-François, je sais pas pourquoi je dis Samantha Jean-François. Voilà, donc elle arrive au Ares contre une fille que j'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue combattre au Bellator Milan. C'est une fille qui est sacrément tankée. Ça va être un très beau combat. D'ailleurs, elle s'était fait voler à Milan. Donc attention à l'italienne, hein, Manuela Marconetto, elle va arriver très remontée. C'est quelqu'un qui a un gros striking, qui a un gros volume, qui en demande en fait. C'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui rentre dedans. Non. Pardon. C'est quelqu'un qui aime bien rentrer dedans. C'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui rentre dedans. Donc si Mona Ftui fait la même genre de prestation, un peu timorée, qu'à l'hexagone, ça risque d'être compliqué. Il va falloir... je pense qu'elle est dans une dynamique un peu difficile, Mona. Mais ouais, c'est un bon petit challenge pour se relancer. Encore une fois, il n'y a pas de cadeau. Donc, c'est un beau combat. Après, il y a Aliounai à Ares. Bah voilà, c'est cool parce que il a eu 2 annulations contre William Gomis à Ares 7 et 8. Ensuite, il a eu ce no-contest litigieux parce qu'il avait gagné aux yeux des juges contre David Tonacroll, mais il y avait eu un énorme litige sur une soumission de Tonacroll, David. Il tenait les gants, Alioune, il l'empêchait en fait de verrouiller, sinon c'était défaite. Et avant ça, il y a eu ce combat au 100% fight, ce non-combat du coup, défaite difficile, très expéditive. Donc voilà, là il est sur une défaite et un no-contest. Pour moi, c'est un no-contest logique. Voire même, on peut peut-être qualifier même ça presque un petit peu injuste pour David Kroll. Mais cela dit, Naï, on sait qu'il vaut mieux que ça. Voilà, on l'avait vu dans le combat que
physiquement, techniquement et tout, il était au point. C'est qu'il vaut mieux que ça. Donc on n'a aucun doute sur le fait qu'il va se faire une super entrée, enfin sa super entrée au Ares. C'est un gros match piège. Son adversaire, là, Felipe Colares, il est très intéressant. Il est encore jeune, mais il a une grande expérience. Donc, il faut savoir qu'au début, il devait affronter Daguir Imavov, le frère de Nassourdine, à Ares 11. Et finalement, c'est donc Alioune qui s'y colle. Donc, c'est un vétéran de l'UFC qui a un bilan de 2 victoires et 4 défaites à l'UFC. Et dans tout ça, il n'y a qu'une seule finale. Il s'est fait finaliser qu'une seule fois. Très difficilement en plus. Donc, c'est un dur à cuire. Au petit rappel, il a perdu contre Chris Gutiérrez à la split decision. Et Chris Gutiérrez, c'est celui qui vient de défoncer clairement Frankie Edgard. Donc voilà, on lui a filé des combats très difficiles à l'UFC. Donc c'est un combat piège pour le Jaguar. C'est un gros test pour savoir si justement il aurait éventuellement le niveau et l'entrée pour l'UFC. Je pense que s'il gagne ce combat sur un finish, clairement il peut prétendre à entrer à l'UFC puisque son adversaire venait quand même de faire 6 combats à l'UFC, donc c'est pas rien, c'est vraiment un ticket d'entrée. Voilà, ça c'est pour les mecs qui ont un petit peu revanchard. Maintenant on va parler de ceux qui ont une dynamique positive. On commence avec Virgil Haugen, le Niçois, qui avait fait une impressionnante entrée contre Jackie Jeanne. Il avait laissé aucune place au suspense. Cette fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il descend donc dans sa catégorie à lui. Il est dans la catégorie des 84 kg, sa catégorie de prédilection. Donc ça laisse présager un beau rebond là pour Virgil qui avait montré déjà un sacré gabarit la dernière fois. Moi, j'ai hâte de voir ça contre Mahamadou Soukouna. Donc je le connais pas, il est à 0-0, on va voir. Oui, effectivement, j'ai vu son Instagram, j'ai vu qu'il a un beau background, il a plein de médailles par-ci, il a plein de coupes par-là. Il a l'air d'avoir baroudé dans plein de disciplines. Apparemment, le grappling et le kickboxing. Mais je le connais pas. Je sais juste que physiquement, il est très impressionnant. Virgil Léo également, donc je pense que ça va être un sacré combat. Ensuite, en dynamique positive, on a Asilder Badouyev qui revient. Alors, ça fait un bail qu'ils n'arrivaient pas à le booker contre un adversaire. C'est quelqu'un c'est très difficile de le booker. Là, il va se battre contre un monsieur du nom de Coleman qui combattait jusque-là au Paraguay. Alors, Badouyev, ça a toujours été un peu compliqué de lui trouver des match-ups intéressants, le pauvre. Je crois qu'il fait peur à beaucoup de gens et qu'il se retrouve à prendre des mecs qui n'ont pas de nom, qui ont des gros palmarès ou qui ont des palmarès impressionnants mais qui n'ont pas de nom. Il a même battu un mec qui avait 17-31, un truc comme ça, je crois. Donc, à l'époque, quand il l'a battu, il n'avait pas 17-31, mais aujourd'hui, je crois qu'il en est à 17-31. Mais pour le coup, c'est compliqué un petit peu pour trouver quelque chose de, on va dire, qui te fait briller, quoi. Un nom qui te fait briller. Je crois qu'il a du mal à trouver quelqu'un. Pour le coup, Pedro Coleman, il a pas l'air si mauvais que ça, hein, si j'en crois son classement et ses résultats. Donc, il faudra quand même faire attention. Mais on sait pas, c'est pareil, c'est le grand inconnu, c'est un nom qui me parle pas. Donc, il y a beaucoup de noms que je connais pas. Alors, je suis désolé pour la caméra, j'ai pété ma caméra d'ordinateur et du coup, je suis sur mon téléphone. Ça arrête pas de faire des écrans noirs, c'est chiant. De toute façon, il n'y a rien qui marche en ce moment. Ça va pas du tout. Alors, Tourpal, attention, je pense que Tourpal voulait un défi et son adversaire sera pas facile à manœuvrer. Monsieur Daniele Scaliuzzi. Beaucoup de combats amateurs. Il a un gros level de grappling. Il fait pas mal de compétitions. Alors, on dit toujours que le Factory, ils sont privilégiés. Mais là, cette fois, vous allez voir, ça va être... alors, je dis pas qu'il est meilleur que lui, mais ça va pas être facile. Voilà, ça va être un combat à la hauteur. En plus, il était en lightweight il y a longtemps. Maintenant, il tourne en welterweight. C'est un 77++. Donc, le rebond va piquer fort. Voilà, j'ai pas énormément plus d'informations que ça sur son adversaire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que éventuellement, il y a moyen que ce combat se passe ailleurs qu'au sol, ailleurs qu'en grappling. Si Tourpal souhaite justement changer un petit peu le game plan. Lui qui avait montré des belles choses en lutte et des belles choses en striking contre le Polonais la dernière fois.
bah, ça pourrait être l'occasion de mixer un petit peu son MMA, de montrer un petit peu autre chose. Un petit peu comme Baisangour avait fait, c'est-à-dire qu'il avait pris 3 adversaires différents et il avait abordé le combat de 3 manières, 3 axes différents. Et ça pourrait être aussi une manière pour lui, là, de nous montrer un petit peu une palette différente de son jeu. Moi, j'ai hâte de voir ça. Après, on a Youssouf Binaté, voilà, qui vient de sortir coup sur coup 2 prestats solides contre 2 mecs qui nous parlaient. Là, pour moi, il va enchaîner avec un Brésilien inconnu, ouais, du nom de Tito Martins. Je vais pas dire que c'est un coup de frein, mais en termes d'avancée de ranking, je suis pas sûr que ce soit des plus pertinents. Je sais pas. C'est un fameux Brésilien du Ares qu'on ne connaît pas. C'est pas le premier. Voilà, là-dessus, je suis pas. J'avoue que ça fait partie des combats pour lesquels j'ai encore une interrogation sur le niveau de l'adversaire. C'était un petit peu le point faible jusque maintenant d'Ares. Là, sur cette carte, ça ne m'étonne pas que ça saute un petit peu aux yeux. Il y a quelques combats prises de risque et il y a quelques combats plus, voilà, où on se doute que les mecs en face, on n'a aucune idée du niveau. On sait pas du tout ce que ça vaut. On sait pas du tout. On va avoir 2 mecs qui sont à 2-0 qui s'affrontent et tout en ayant des niveaux mais qui sont diamétralement opposés. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu le cas. Donc voilà, je me fais pas trop d'idées sur le résultat. Et enfin, on a Ilias Boudexam contre Demarque Peña qui se partageront la cage pour la ceinture des Bantamweight Ares. Alors que Elias est plutôt dans la KT au-dessus normalement. Ça peut avoir son importance sur le rebond. Le Montpellierin, voilà, il aura toute la salle avec lui. Il a un gros star power, énorme parcours qui parle pour lui. Des belles victoires, notamment au Brave, où il est dans son jardin. 4 finishes, 4 soumissions, une ceinture chez les featherweight défendue, puis perdue. Il a tenté celle des Bantam également. Bon, je crois qu'il n'a pas gagné. De l'autre côté, on a Demarque Peña, ouais, qui fait sa place à Ares. Hein. Il a battu Mustafa Aida tranquillement. C'était une histoire de game plan. Il a été très appliqué, c'est passé. Et il a appliqué un game plan frustrant pour Mousse et qui n'a pas pu s'exprimer dans ce combat. Qui s'est un peu précipité. Et qui du coup repasse un petit peu par la case départ pendant que Demarque va jouer le main event. Donc voilà, on attend de voir ce que ça nous réserve cette fois. C'est un bon main event, c'est peut-être plus un très bon co-main event qu'un bon gros main event. Moi je trouve qu'il manque peut-être un combat explosif sur la carte. Il manque peut-être aussi une affiche très solide tout en haut. Mais c'est une carte un petit peu transitoire comme ça arrive de temps en temps. Ça reste une carte très qualitative en termes de MMA, en termes de sport. C'est pas la plus brillante, mais ça fait du bien aussi d'avoir parfois des noms moins brillants, mais peut-être tout aussi travailleurs, tout aussi méritants. Donc c'est cool. Des fois, c'est sur les cartes où on attend le moins qu'on a le plus de surprises. Donc ça peut être sympa. C'est peut-être mieux comme ça. Et puis aussi, on peut pas toujours proposer des cartes brillantes, des cartes 5 étoiles. Là, on va avoir le RS13 en mars qui va être complètement hallucinant. Donc c'est normal un petit peu aussi d'avoir une carte avant ça qui soit peut-être un peu plus calme. Ça, je peux l'entendre, donc il n'y a pas de problème. Moi, je prends. Je vais être en mode tisane. Alors cet RS-là, je vais pas me le faire en mode bière, pote, apéro. Parce que je suis encore éclaté. Je vais bosser en plus jeudi, vendredi. Je vais être explosé. Donc je vais me mettre en mode couverture, tisane. Tisane au miel, au calme dans mon canapé. Petit jogging. Et puis je m'endors quand je m'endors et je reprends le replay quand je reprends le replay. Voilà, là c'est un peu le mood en ce moment. Là j'ai un peu baissé le pied, vous avez vu hein, sur l'Instagram, sur les podcasts, j'ai un peu baissé le pied parce que je suis pas bien, je suis pas en forme. Donc voilà, j'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, John versus Gunn, on va se faire un petit live, c'est dimanche, ça arrive vite, donc on va pas avoir le choix, ça va être bientôt. Le but, ça va être de vous faire passer en ligne. Le but, ça va être de partager ça en ligne sur ce combat de titans ensemble. Donc on se donne rendez-vous sur YouTube bientôt. Il y aura un lien Discord, il faudra rejoindre la salle d'attente pour ceux qui veulent participer en ligne, en audio. Le problème là, c'est que j'ai plus de webcam, il faut que je m'achète une webcam. Donc voilà. On aura une belle carte en plus pour l'UFC 285. Donc on va pouvoir se faire une bonne heure de live
une bonne heure et demie là-dessus, rien que focus sur cette carte au calme, donc c'est cool. Voilà, je ne traîne pas plus parce que là, le matériel pour filmer, pour enregistrer, il est calamiteux. J'ai même pas envie de faire d'outro. Voilà, je vous fais juste des gros bisous.